Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site, rudykoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie, c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné 5 années de suite les Superphysique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram CLTGD1 où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, comment ça va aujourd'hui? Salut Rudy, ça va et toi? Bah ça va bien. Juste avant le podcast, tu me disais justement que tu étais fatigué en ce moment et on a eu une question un peu comme ça sur les forums, donc ça t'attaque direct sur le déload. Et donc il y a quelqu'un qui pose sur les forums Superphysique une question qui se demande tous les combien faire une semaine de déload. Et donc je te lis la question et après on va dériver. Il dit je voulais partager avec vous une des spécificités de mes entraînements que je vois très peu autour de moi. Cela va faire bientôt faire 1 an et demi que toutes les 4 semaines, je prends une semaine de déload où je vais diminuer les charges de 20 à 30%. Je vais aussi apporter un soin particulier sur la technique des exercices pour renforcer encore plus mes acquis. Pourquoi cette semaine de déload? Pour récupérer musculairement, même si en vrai ça va, pour récupérer au niveau tendon-articulation. Mais la raison principale, c'est surtout parce que j'ai un système nerveux pourri et que si je ne fais pas cette semaine, je vois que je dégringole sur toutes mes charges en plus de l'augmentation importante de la fatigue. Petit plus pour le gain de motivation que ça rajoute, car vous savez que la semaine qui précède le déload, on va pouvoir se déchirer comme il faut pour les prochaines séances. Du coup, est-ce que vous faites souvent des déloads? Et donc toi, tu me disais juste avant le podcast que justement, quand tu faisais un déload, tu avais du mal à repartir. Ouais, bah Est-ce que j'ai alors bien compris? c'est une bonne question ça. Bah ouais, c'est une bonne question. Faut-il faire des deloads? Ça dépend vraiment des profils d'athlètes. Moi, dans les gens que je suis, il y a des personnes à qui je mets des deloads régulièrement, pareil toutes les 4, 5 semaines. Même certains ont fait 3 semaines, 3 semaines de bloc, une semaine de deload. Les gens qui ont tendance à se fatiguer assez vite, ça arrive. Euh, et j'ai certains athlètes qui ont pas du tout de deload ou alors un deload toutes les 8, 9 ou même 12 semaines pour certains parce que ils en ont pas forcément besoin. Et moi, mon exemple perso, grosso modo, je fais un deload toutes les 8, 9 semaines parce que quand je fais un deload, je m'endors complètement et j'ai des petits bobos qui reviennent. En fait, la semaine de deload, il y a plein de petites blessures qui apparaissent, des petits trucs. Et quand je reprends, c'est toujours la galère. Donc, on n'en fait pas souvent. On en fait quand même parce que t'accumules quand même du stress au niveau articulaire, au niveau tendineux, au niveau musculaire, au niveau nerveux et sur plein d'autres aspects. Donc, parfois, ça peut faire du bien de prendre un peu de recul et de repartir. Mais si tu te sens pas spécialement fatigué, c'est pas forcément nécessaire. Euh, L'autre truc aussi, c'est que ça dépend pour quelle activité. Là, le mec, il le précise pas. Mais c'est vrai que quand tu fais du power et que tu vas sur des charges très très lourdes de manière cyclique, tu peux être quand même assez fatigué. Quand tu fais juste de la musculation traditionnelle, je suis pas sûr que le deload toutes les 4 semaines ce soit forcément utile. Je pense que c'est un petit peu trop dans la mesure où nerveusement tu te fatigues pas énormément et l'impact sur tes articulations, il est quand même si tu restes sur de la série de 8, 10, 12, 15, l'impact sur les articulations et tout, et le stress que ça engendre, il est quand même relativement faible, selon moi. Je te pose cette question sur le déload parce que là, donc Gabriel qui pose la question parle de toutes les 4 semaines. Et c'est vrai que dans les bouquins de prépa physique, tu dois connaître aussi, hein, mais tu regardes par exemple la préparation de Gunther par Jean-Pierre Heger.
c'était Ouais. toujours des blocs de 3 semaines, une semaine, et des fois 2 semaines, une semaine. C'est un truc qui est pas mal repris justement en préparation physique dans de nombreux sports. Et toi là, tu parlais par exemple de 8, 9 semaines. Donc je me permets la question. Quels sont les signaux pour toi qui doivent, entre guillemets, déclencher une semaine de déload? Euh, alors, Tu vois, tu quand, as dit que tu avais des athlètes toutes les 3, 4 semaines et toi, c'est toutes les 8, 9 et d'autres personnes, c'est ouais. toutes les 8, 9. Quels signaux tu Alors, utilises, quels repères tu utilises pour ça va programmer le déload? dépendre. De base, quand je prends un nouvel athlète que je connais pas, sur lequel j'ai aucune donnée, je vais avoir tendance à faire 4 plus 1. Tu vois, 4 semaines de travail, une semaine de deload, et on repart sur un nouveau bloc, et les blocs durent 5 semaines comme ça, tu vois. De base, je pars là-dessus, et en fonction de comment il réagit, je vais aviser. C'est-à-dire que si je vois que il a tendance à faire une bonne semaine 3 et que en semaine 4 où les charges continuent de monter, c'est en fait semaine 1, on a des charges relativement tranquilles, semaine 2 un peu plus haute, semaine 3 charge moyenne, semaine 4 charge haute, à quelque chose près, tu vois. Si je vois que cette inertie fonctionne bien et qu'en semaine 4 il arrive à performer et qu'il est fatigué derrière, bah, ça veut dire que c'est le moment de mettre le deload. Si je vois qu'en semaine 4 c'est déjà la catastrophe et qu'il commence à cracher, c'est peut-être que le mec, 4 semaines, c'est trop long pour lui et qu'il a besoin de récupérer un peu plus tôt. Donc ça va me donner des indications. Et quand je vais reprendre le bloc suivant, semaine 1, après donc la semaine de deload, si je me rends compte qu'il a du mal à se remettre dans le rythme, c'est peut-être qu'il avait pas besoin de le deload et du deload et qu'en fait le deload lui a cassé le rythme, lui a cassé les pattes un petit peu. Donc c'est et puis après au fur et à mesure, tu commences à connaître ton athlète et tu commences à savoir un petit peu de quoi il a besoin et comment. Là dans le témoigne, enfin dans la question, il parle de baisser les charges de 20-30%. Encore une fois, ça dépend sur quel type de bloc tu étais. Si t'étais, ça me semble beaucoup 20-30%. Ouais, mais Euh, j'allais y venir à cette question parce que justement, de ce que je peux voir dans les différentes sources que je lis sur tous les sports, en général, on fait plutôt le deload sur le volume d'entraînement et quand même un voilà. peu moins sur les charges. Donc, je Alors te laisse rebondir. après, c'est pareil, il y a des gens qui réagissent. Alors le mieux, c'est quand même effectivement de décharger sur le, enfin selon moi, hein, pour la plupart des gens du moins, de décharger sur le volume d'entraînement et pas forcément sur l'intensité, même si tu peux mettre une baisse d'intensité, mais de décharger le volume. Alors comment on décharge le volume? En enlevant des séries, tout simplement. Ça peut être en enlevant certains exercices. Ça peut être en enlevant certaines séances pour des gens en préparation physique, par exemple, parce que tu parlais de Gunther tout à l'heure, donc c'est un lanceur de poids pour les gens qui connaissent pas forcément. Euh, de réduire le nombre de séances. Je sais pas, moi, par exemple, le Gunther, peut-être qu'il faisait 6 séances de lancer et 5 séances de musculation dans la semaine, donc ça faisait 11 séances. Peut-être que sur sa semaine de déload, il allait en faire que 6 ou 7 par exemple. Donc, c'est vrai qu'effectivement, on touche au volume. Euh, on peut toucher à l'intensité si on était vraiment sur des intensités très hautes. Donc, je sais pas, mais on était à 90, 95, ou voire même du 100% pour, parfois, on peut aller toucher du 100% et faire une grosse single pendant un bloc d'entraînement, c'est possible. Là, ça peut être pertinent de descendre l'intensité, mais 20-30%, c'est quand même énorme. De manière générale, si tu réduis ton volume, pour le coup, ton volume, tu le réduis d'une trentaine de pourcents et ton intensité, tu la réduis d'une dizaine de pourcents, tu réduis quand même énormément le stress que tu as mis. Et faire une semaine de deload, c'est pas juste tout couper ou couper au maximum, etc. Parce que sinon, tu perds vraiment toute l'inertie de ton entraînement. Faut bien garder en tête que l'entraînement, c'est quoi? C'est on provoque un stress, d'accord, via l'entraînement, et le corps va créer de l'adaptation pour répondre à ce stress et s'adapter à ce stress. D'accord? Donc le corps va évoluer en créant des adaptations qui sont nerveuses dans les gains de force, notamment, mais aussi au niveau de la masse musculaire, au niveau des tissus, au niveau des tendons, au niveau des articulations, au niveau de plein de choses. Et tout ça dans des temporalités différentes. C'est-à-dire que bah, vos tendons, vos articulations vont pas évoluer au même rythme que vos muscles, par exemple. Mais si vous enlevez tout le stress, ben en fait, vous créez aucune adaptation et en fait, vous perdez l'inertie de votre entraînement. Donc, c'est pas forcément pertinent de faire un méga giga deload ou alors bah, après une compétition, par exemple. Là, ça peut être pertinent ou des choses comme ça. Mais pendant une période d'entraînement classique, c'est pas forcément pertinent pour la plupart des gens. Et plus votre niveau il est bas, moins vous avez besoin d'aller sur des deloads importants, selon moi.
Alors, je te pousse un peu parce que moi, je me souviens quand j'entraînais par exemple Gilles à l'époque du Ouais. Pinero. Donc, au début, on démarrait facilement, on mettait des déloads. Et lui, c'était le genre de personne qui n'arrivait pas à suivre des déloads. Hmm. Pouvait pas s'empêcher de forcer, de tenter des records parce Ouais. qu'il y avait moins de volume, de faire des trucs. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé justement d'avoir des personnes en coaching qui ne veulent pas faire de déload ou... Qui aiment pas ça, oui. Après, en général, les gens qui aiment pas ça, tu vois, quelqu'un comme Gilles, qui est quand même, bon, ceux qui le connaissent pas, mais qui est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est quelqu'un de très nerveux, etc., donc qui a besoin de se dépenser, qui a besoin d'évacuer, et qui a besoin de forcer, du coup, de se prouver des choses. Quand vous avez des gens comme ça, pour leur faire accepter le deload, souvent, faut les fatiguer plus. Donc, moi, par exemple, bah, je partage souvent le, le, le papy avec qui je m'entraîne, là, qui a 63 Ouais, ans. ouais, je vois que t'as encore mis des photos là aujourd'hui ou hier, on c'était Ouais, hier. ouais, qui a fait un bon squat, là, les championnats de France dans pas longtemps. Donc, il a, tu vois, lui, c'est quelqu'un donc, qui vient du triathlon, d'accord? Il a fait 12 ou 13 Ironman, donc c'est quand même Ouais, un, c'est une bête quoi, c'est une machine. et voilà, c'est un athlète de base, hein. Et il a déjà couru le marathon en moins de 3 heures et tout, donc il vient pas de n'importe où, tu vois. Il a fait un peu de CrossFit et là, il a basculé sur la force athlétique il y a 2 ans à peu près. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, s'est entraîné 2 fois par jour, plusieurs fois par jour. Quand il a commencé avec moi, il n'arrivait pas à s'empêcher de faire des séances en plus. Il faisait la séance, le soir, il voulait faire, tu vois, il voulait toujours en faire plus, 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 plus. Et en fait, maintenant, bah, 4 séances de force plus une séance de cardio basse intensité, ça lui suffit amplement, tu vois. Parce que les séances qu'il y a là maintenant en force, vu qu'il a progressé, elles sont beaucoup plus dures, beaucoup plus éprouvantes, beaucoup plus exigeantes, et ça lui suffit. Alors qu'avant, donc lui, j'ai mis des séances très dures pour bah, qu'il arrête de vouloir faire 2 séances par jour et d'aller faire des trucs qui servaient à rien finalement, tu vois. Bah, non, mais bah, justement, j'arrive là-dessus. Là, je suis avec Nico, que tu connais peut-être, qui s'entraîne à la SPTT avant qu'il faisait de l'haltéro, qui est chez moi en ce moment un Euh, chauve. un chauve Ouais, qui était à Limoges, Nicolas? ouais. Bah, bref, il est avec moi. Et D'accord. hier, on discutait justement de qu'est-ce qui fatiguait le plus entre justement la muscu et les Mhm. activités cardio. Et je lui disais, bah, moi qui fais beaucoup de cardio actuellement et qui fais toujours de la muscu, mais pour moi, c'est pas du tout la même fatigue. Quand tu fais de la muscu justement et de la force athlétique, tu sais, quand j'avais fait l'hyperfréquence pour les Super Physique Games, je Mhm. sentais que nerveusement, après, t'étais à plat, quoi. Genre 2 heures Ouais. après, t'avais un coup de barre, mais monstre, t'étais rincé, quoi. C'est exactement ça. C'est Et pas la par même. contre, quand je fais du cardio, je sens que c'est une fatigue un peu plus, je sais pas, énergétique, un peu plus musculaire. C'est pas du tout la même fatigue que le power, quoi. Et je lui disais, bah, c'est difficile de dire parce que le power, c'est un peu sournois, quoi, en fait. C'est le Ça truc se où recharge. d'un coup, tu te poses et tu dis, oh, putain, j'ai plus rien, quoi. Ça J'ai se plus rien. recharge pas de la même manière en fait. Et pour Ouais. le Nico, c'est bon, je vois lequel c'est, parce qu'il était pas tout à fait chauve à l'époque justement. Ah, il a peut-être des cheveux, bah, il a vieilli, alors. Mais c'est bon, je vois qui c'est. En fait, c'est pas du tout les mêmes ressources. Effectivement, tu vois, tu parles d'énergétique et tout. C'est vrai que le powerlifting en lui-même, euh, énergétiquement parlant, bah c'est pas très énergivore. Tu vois, tu touches un peu tes stocks de glycogène, mais bon, pas non plus énormément, sauf si tu fais des séries très longues. Et tu vas pas forcément dans le métabolisme des graisses, etc. Alors que bah quand tu fais un sport d'endurance, tu vas vraiment sur ces filières-là, si on veut parler de filières. C'est substrat, quoi. Tu vas Euh, là-dessus. Ouais, voilà, tu vas là-dessus, quoi. Euh, et à l'inverse, quand tu fais un sport d'endurance, tu fais relativement peu appel à ton système nerveux sympathique, tu vois, à moins d'aller sur de l'intensité. Par exemple, si tu fais une séance de sprint ou une séance rapide de 30-30 ou quelque chose comme ça, au niveau de la fatigue nerveuse, tu vas te rapprocher un peu plus du powerlifting et d'un effort nerveux. C'est pour ça que un powerlifter, par exemple, qui voudrait faire du cardio, d'après moi, il vaut mieux qu'il aille essentiellement sur de la basse intensité parce que ça va pas être taxant nerveusement et ça va pas lui être préjudiciable pour le développement de la force et ses séances de force. À l'inverse, si un powerlifter il commençait à se lancer à faire des 30-30 ou des choses qui sont quand même nerveusement beaucoup plus taxantes, eh bien en fait, il va rajouter de l'intensité alors qu'il fait déjà de l'intensité toute la semaine. Donc il va aller à nouveau dans le même type d'effort et en fait, le développement cardiovasculaire qu'il va vouloir avoir va pas forcément être
cohérent et va sans doute venir interférer. Concrètement, si tu fais du 30-30, ça va interférer tes gains de force, alors que si tu fais plutôt de la basse intensité, ça risque de très peu, voire même de pas du tout interférer dans tes gains de force, voire même au Ah, contraire. mais bien sûr, c'est pour ça que souvent, on a expliqué avec Superphysique que le HIIT, le High Intensity Interval Training, donc Mmh. les entraînements de ce style, était vraiment à l'encontre de la muscu, malgré le fait que certains disaient, bah, c'est génial peut-être pour certains, mais on voyait bien que ça empiétait vraiment beaucoup sur la récup pour la muscu, quoi. Que nerveusement, t'arrivais, et Ah c'était oui. difficile. Et d'autant plus au régime, quand tu manges pas grand-chose, Ah bah c'est oui, encore, c'est c'est encore ça. pire. C'est encore pire. Alors après, encore une fois, c'est une question de niveau et d'objectif. C'est-à-dire que, je sais pas moi, t'es monsieur, madame, tout le monde, t'arrives avec un niveau qui est relativement bas, un peu de surpoids, tu vas quand même arriver à avoir des gains de force, même si tu fais du hit ou je sais pas quoi à côté. Par contre, si tu es déjà un pratiquant un petit peu expérimenté, avec un niveau confirmé, on va dire, il va falloir que tu cherches quand même à optimiser un peu et à tu peux faire des petits croisements dans l'entraînement et qu'il y ait des choses qui se nourrissent les unes les autres, tu vois. Le cardio va pas du tout à l'encontre de la prise de force dans une certaine mesure, mais si tu fais les bons choix d'outils. Et je pense que de la même manière, la musculation va pas du tout à l'encontre du développement dans les sports d'endurance si tu utilises les bons trucs, tu vois. Non, mais bien sûr, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, je le vois bien, ce qui crève pas. Si je fais une énorme séance de kayak où je force comme un fou, par exemple, un 6 fois 3 minutes sur 3, à la muscu, c'est compliqué. Par contre, si je fais de l'aérobie, ouais, je fais 1 heure et demie tranquille, ça va. Oui. Ça Va va. voir même le lendemain, t'es mieux, quoi. Ouais, ouais, donc ça va. Mais c'est vrai que, ouais, ouais, de toute façon, il y a des Voilà. activités qui s'excluent. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs, comme j'en parlais, à lire mon article Musculation et interférence que j'ai écrit il y a pas longtemps sur mon site rudicoya.com, que j'imagine tu as lu et dévoré, Clément, que tu me suis avec Alors non, assiduité. non, mais je m'intéresse de plus en plus à, à l'entraînement dans les sports d'endurance et à la construction et tout. D'ailleurs, j'ai écouté le podcast que tu avais fait là avec le trailer, j'ai Avec perdu son nom, Hugo, avec mon pote ouais, Hugo. que je trouvais très intéressant. Et de manière générale, moi je trouve qu'en force, on est des... Alors, bon, je vais sans doute me faire taper dessus, mais il y en a beaucoup du moins qui sont de mauvais athlètes au sens où ils font pas de... Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait mieux faire en fait. Et il y a très très peu de gens qui vont exploiter tout ce qu'il y a à faire. Il y en a, mais très peu. Euh, et il y a beaucoup de croyances, de choses comme ça. Et je pense qu'il y a énormément de choses à travailler et à apprendre. Des sports d'endurance notamment, parce que dans la construction de l'entraînement, les mecs, ils ont réfléchi à beaucoup plus de choses. Et pour moi, il y a un truc qui est vraiment un petit peu la même chose quoi, dans le développement de la force ou dans l'endurance, c'est que il y en a qui jurent que par l'intensité, tu vois, dans le développement de la force. Eh ben, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Et je pense que, tu vois, de la même manière que des séances de zone 2 dans ton développement cardiovasculaire, même pour un sport d'endurance, il va falloir que tu aies un certain nombre de zones 2. Eh ben, je pense que juste de faire du volume à une intensité basse ou modérée sur tes mouvements de squat, développé couché et soulevé de terre, ça va être intéressant pour tout un tas de raisons, juste pour faire monter ton volume d'entraînement, Voilà, développer et rien que ton pour travail. techniquement progresser, pour faire des séances entre guillemets techniques, parce que dès que c'est lourd, même si c'est Exactement. d'être technique, tu vas dégrader un petit peu, et c'est en ce sens, comme toi tu le vois et je le vois aussi, que c'est important. Et ouais, mais l'entraînement d'endurance, c'est sûr que moi c'est un truc qui me passionne, donc je lis à peu près tout ce qu'il y a sur le sujet, j'écoute tous les podcasts qu'il y a sur le sujet aussi, donc si tu veux, il y a beaucoup d'articles sur le site Secret du kayak sur le sujet que j'ai écrit. Donc, mais ouais, bah là, je sais pas si donc t'as écouté les secrets du sport, donc avec Hugo, tu peux Ouais, écouter celui avec Lauriane, qui fait de l'ultra endurance en cyclisme. Donc ça devrait d'accord. te plaire aussi. Elle fait des 1000 kilomètres. Oh là là, Donc quel enfer. ça te parlera peut-être. Bah tu verras. Non, non, ouais, Aussi. mais moi j'aime, enfin, j'aime bien, je trouve ça intéressant et il y a beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Il y a beaucoup de choses dont il faut s'inspirer au niveau de la performance parce que tu vois quand on écoute bah, le podcast avec Hugo, donc là tout le monde va avoir envie d'écouter le podcast avec Hugo, Là, c'est sûr. il a bien marché, et il marche toujours. Donc ça va. Euh, Même dans sa nutrition, la façon dont il optimise sa nutrition, il a testé plein de choses sur sa nutrition, sur les tests, il sait qu'il a besoin de tant de grammes de glucides à l'heure. Enfin, il y a plein de petits leviers d'optimisation et tout. Et en fait, il parle même pas tellement de son entraînement ou quoi, mais c'est juste, en fait, lui, il est juste dans la recherche de l'optimisation de certains leviers pour gratter du temps
Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'aspect un peu professionnel du truc, c'est-à-dire, bah, il dit, je fais des sorties parce que je sais que à cet endroit-là, bah, j'ai besoin de savoir où est mon KOE pour le trouver facilement et pas perdre de temps à chercher mon KOE, etc. Et ça, c'est beaucoup d'expérience en fait. Et ça se retrouve énormément en force parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui, tu vois, un championnat ou une grosse compétition ou une petite compétition, ça se passe jamais comme tu veux, tu vois. À l'échauffement, il y a toujours une galère. Il y a toujours un truc qui se passe pas bien, soit parce qu'il n'y a pas assez de rack, soit parce que le pot il est pas disponible, soit parce qu'il y a un changement de barre. Enfin, tu sais, il y a toujours un truc. Ou alors c'est dans ta perte de poids, ou la pesée, ou l'organisation. Enfin, il y a toujours quelque chose. Et tu as des gens qui sont le moindre facteur perturbateur comme celui-ci va les impacter énormément, tu vois. Parce que ils s'y sont pas forcément préparés. Et moi, c'est ce que je dis à tous mes athlètes notamment quand c'est leur première compétition. Je démarre toujours avec des barres assez basses, etc. Parce que je leur dis, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, être perturbées, qu'il faut que on soit sûr de ce que tu vas faire et de ce que tu as à faire. Et bah, petit à petit, avec l'expérience, tu peux pallier n'importe quelle situation parce que tu les as presque toutes vécues. Mais des fois, il y a des choses improbables qui se passent, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça, tu ne les apprends que par l'expérience. Tu vois, j'écoutais un podcast juste avant de François Daen qui justement expliquait que des fois il était pas en forme et voilà que ça lui permettait d'apprendre pas mal de choses. Voilà que non mais c'est sûr, il y a des choses qui s'apprennent que par l'expérience. C'est pour ça que pour moi rien ne remplace le fait de faire et que la théorie, bah c'est bien sur Ouais, le bien papier, sûr, bien mais sûr. Bah, c'est bon, faut avoir fait des compétitions un peu merdiques où t'es passé à côté et avoir foiré des trucs pour ne pas refaire les mêmes erreurs, sauf si tu es un abruti. Si tu fais trois fois, quatre fois, cinq fois la même erreur et que tu te retrouves toujours dans la même situation, c'est que tu n'apprends pas de tes erreurs et ne pas apprendre de ses erreurs, c'est la stupidité. Je sais plus qui disait que la folie, c'était de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. mais bien sûr, bien sûr. Je sais plus qui disait ça, mais je vois bien le truc. Ah, bah, c'est une réalité. Si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Faut pas s'imaginer que ce sera différent. Donc, tu as des gens qui, quand tu vas sur Club 150, tu vois qu'ils ont fait 35 bulles dans leur vie, tu vois. Ah, il existe encore le site Club 150. Fabien le tient encore à jour. Il existe toujours et j'ai découvert il y a quoi? Il y a 7-8 mois qu'il y avait un classement des nombres de bulles. Ah merde, c'est qui est en tête? Voilà. C'est un livre qu'on connaît? Le meilleur bulleur français, je crois que c'est Eric Barr. Ah merde! Et Ah je bah oui, crois je que connais bien. dans les trois meilleurs ou quatre meilleurs, il y a Quentin Gilbert. Ouais, ah bah Quentin, donc pousseur de fond pour ceux qui sont sur le forum depuis très 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 longtemps, c'est son pseudo. Quentin, bah oui, Quentin, à chaque fois il se surestime un peu, donc Et je crois qu'il y a Quentin. Alors après, bon, ces mecs-là, ils ont beaucoup bullé en équipé. C'est vrai qu'en raw, tu bulles un petit peu moins qu'en équipé. Mais je crois que le plus gros bulleur français, c'est Eric Barr. Il doit y avoir Quentin dans les trois ou quatre premiers. bah Eric Barr, ça fait longtemps qu'il est sur dans le milieu quand même, hein. Ça fait un petit moment. Ah bah oui, oui, oui. Puis il a fait l'équipé, il a fait beaucoup de choses aussi. Donc, Ouais, ouais, un type très sympathique. Je change de sujet. La semaine dernière, avec Fabrice, on a parlé de potentiation. Donc, oui. potentiation post-activation. Et bah, on en est venu à la conclusion que c'est c'était difficile à mettre en place, que les gains étaient assez minimes pour la plupart des gens. Et je voulais avoir un peu ton retour là-dessus, toi qui a d'expérience, qui est sur des grosses recherches, tout ça. Est-ce que tu utilises la potentiation? On fait souvent ce qu'on appelle un top set, nous, et ensuite des back-off. Donc un top set, ça va être une série un peu plus lourde. Donc ça peut être soit avec une single, soit un triplé ou un doublé, ou peu importe. Et ensuite faire des back-off, donc baisser la charge et faire, par exemple, je sais pas moi, un 4x3, un 5x3. Donc bon, voilà, typiquement, vous pouvez faire en top set une fois 3 à 90% et derrière faire 4x3 à 80%. Quand tu dis une fois Euh, 3 à 90%, ça veut dire que la personne est pas à fond parce que de mémoire, on fait 3 reps à quoi, 93%, 94% en moyenne? Ouais, bah, alors après, ça c'est toujours pareil, ça va dépendre. C'est-à-dire que euh, ça dépend des gens. T'as des gens qui vont être capables de faire, t'as des gens qui vont être capables de faire 5 reps à 91 ou 92%, et t'as des gens qui à 87, 88, ils vont pas arriver à en faire deux, quoi. Et plus tu progresses, plus les pourcentages ils veulent rien dire. C'est-à-dire que bon, dans la théorie, effectivement. 93-94%, t'es pas censé faire plus de 3 reps à 93-94% dans la théorie. Après, tu as certaines personnes, notamment des filles,
qui sont capables d'avoir une grosse reproductibilité très proche de leur max. Tu as des filles, à 95%, elles te font 5 reps et tu les mets à 98%, elles en font une à la mort, tu vois. Je vois, je vois. Donc, Et est-ce que ça t'arrive de monter plus lourd que ça, justement, de se dire, je fais juste une sortie de barre ou je fais une répétition ah, partielle plus lourd que ton maxi, justement, pour essayer de vraiment de potentier alors, au max? moi, jamais. Euh, Répétition partielle, j'en mets jamais à mes athlètes. Sortie de barre, ça peut arriver que je le fasse au squat pour certains athlètes. Mais encore une fois, c'est plus pour répondre à un côté psychologique que réellement une potentiation qui a un intérêt. C'est-à-dire que, par contre, faire une single à 85% et ensuite faire des back-off à 70-75%, ça oui. On peut considérer que c'est quand même une forme de potentiation et ça sert à la fois, ça sert à se rapprocher un peu du spécifique compétition, donc de s'habituer à faire une rep lourde ou proche de son max, etc. Et donc d'assimiler une technique sur l'exigence de compétition, à savoir une rep, une single. Mais ça sert quand même de potentiation dans la mesure où, malgré tout, quand tu fais un drop derrière, donc ce qu'on appelle un drop load, c'est descendre la charge. Donc, je sais pas, moi, tu fais une single à 85%, derrière, tu descends à 70% pour faire des séries de 5. Ça fait un drop load de 15%. Forcément que la barre à 70%, tu la ressens relativement légère parce que tu as eu un effet potentiation sur ton système nerveux. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est assez fréquent et je pense que ça a un réel intérêt. Par contre, faire des sorties de barre lourdes ou faire des répétitions partielles en supramax et ensuite descendre à la charge de travail, ça, je pense pas que ce soit pertinent. Et les rares personnes à qui je mets des sorties de barre lourdes, c'est vraiment à 95% un aspect psychologique parce que ça les rassure et parce que elles ont besoin de ressentir ça, ces personnes-là. Mais c'est vraiment très, très rare et c'est pas quelque chose j'utilise énormément. Là, on parle surtout de potentiation directe, tu vois, sur le même exercice. Mm. Est-ce que tu as déjà essayé de faire ce qu'on appelle un peu de la potentiation générale? Par exemple, tu vas faire juste une montée au squat. J'ai une connerie, voilà, tu fais une montée au squat jusqu'à, je sais pas, une rep à 95 ou une rep à 92%. Et ensuite, tu fais ton coucher, c'est-à-dire sans back offset au squat et tu passes direct au coucher et tu as une sorte de potentiation générale. Est-ce que ça se fait ou Alors, ça se fait pas? ça peut se faire, ça, de faire une gamme montante comme ça sur un mouvement et de rapidement passer à l'autre. Mais généralement, pas forcément pour les effets de potentiation. Ça va plutôt se retrouver, ça, chez les athlètes qui ne tolèrent pas très bien le volume. Il y a des gens qui tolèrent mal le volume, soit parce qu'ils ont des blessures, soit parce que ils ont un système nerveux qui sature assez vite, ou etc. Mais ça se trouve quand même surtout sur les gens qui reviennent de blessures ou qui ont des soucis. Moi, par exemple, j'ai eu une athlète qui a eu des soucis de dos. Le lundi au squat, je la faisais juste monter sur une single, pas forcément lourde, tu vois, on faisait monter, donc elle avait juste sa montée de gamme. Et c'était son seul vrai squat de la semaine, parce que le squat lui faisait mal au dos. Dès qu'on faisait un peu plus, ça lui faisait mal. Et par contre, sur un jour secondaire, je lui faisais faire une grosse séance d'assistance jambes, tu vois. Donc le lundi, elle faisait juste sa gamme montante au squat. Derrière, elle enchaînait son bench et les assistances. Et le jeudi, je lui faisais faire une grosse séance d'assistance jambes avec de l'unilatéral, des choses comme ça pour le rééquilibrage. Donc en fait, on faisait toute la partie volume à un moment de la semaine et la partie entre guillemets intensité pour créer de l'adaptation nerveuse avec juste cette single là. Mais ça répondait à une problématique de santé parce qu'elle avait des douleurs au dos. Et l'idée, c'était de recréer petit à petit via la séance du jeudi de la capacité de travail, qu'on puisse transférer ensuite et remettre du volume sur le vrai squat sur le jour primaire. Mais juste en mode potentiation générale, non, je l'utilise jamais comme ça. Mais par contre, ça peut arriver pour ces raisons-là, notamment de santé. Ok, ok, ouais, c'est ma question, c'était d'idée. Moi, je me souviens que pareil, quand j'entraînais un peu en power, je testais beaucoup ça avec l'électrostimulation. Donc bon, je montais à fond sur l'appareil et ça marchait plutôt bien, mais c'est presque confirmé. Et vu la douleur que ça faisait, les gens le faisaient pas souvent. Et après, J'ai jamais, voulaient plus le faire parce que c'était trop douloureux. Mais j'ai jamais trop testé la potentiation ah pour bah, les. quand je te vois, on essaye. Ouais, Je te branche, c'est un poste où je me allez. blesse. Mais non, bah tu risques rien avec l'électro. On va te bloquer, Oui, je sais pas. donc tu pourras pas bouger, puis je t'électrocute, hein. Mais j'avais vu un truc. Bon, c'est vieux et je sais pas trop la source et tout, qui disait que justement, quand tu pratiquais beaucoup l'électrostimulation,
tu perturbais un petit peu ton schéma nerveux naturel, entre Ouais, guillemets. parce que c'est pas la même chose en fait quand tu fais l'électro. Ouais. En fait, tes fibres musculaires, quand ça arrive de l'intérieur de toi, de ton cerveau, tout ça, tu vas d'abord utiliser, c'est le principe d'Henman, les fibres lentes, puis progressivement les fibres rapides. Donc les fibres lentes, c'est celles qui sont à l'intérieur, le plus à l'intérieur du muscle, et progressivement, ça va se latéraliser. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas aller vers les fibres rapides. Or, quand tu mets l'électro, en fait, tu vas utiliser, innerver directement les fibres rapides, donc les fibres qui sont à la périphérie. Et donc, en fait, c'est tout l'inverse du recrutement naturel du muscle. Donc, il y en a beaucoup qui comptent sur ça pour se dire, bah tiens, j'utilise des fibres que j'utilise jamais, donc peut-être que je vais pouvoir les utiliser ensuite avec poids et haltères, bon, ce qui est, à mon avis, rarement le cas. Mais c'est en ce sens que ça perturbe parce que, ouais, en fait, c'est complètement différent. Là, en fonction d'où tu mets l'électrode, si c'était vraiment balèze, tu peux vraiment, par exemple, tu peux mettre sur le haut de pec pour ceux qui ont un peu de haut de pec, et bah, tu vas vraiment contracter le haut de pec à fond et des fibres en plus que tu utilises jamais. Et donc, c'est sûr que ça perturbe le recrutement. Ça change. Et, et ce que disait alors je sais plus, c'était un article ou une étude, c'est vieux, hein, ça a une dizaine d'années, c'est que en gros, justement, quand tu pratiquais trop l'électrostimulation, parce que la sollicitation via électrostimulation est quand même beaucoup plus forte que la stimulation Ah, bien naturelle sûr. que le cerveau produit. Et en fait, tu habitues ton muscle à se recruter avec un très très haut niveau de stimulation du coup, mais Bah un oui. niveau que ton cerveau ne pourra jamais reproduire naturellement. Donc en fait, ça te fait indirectement baisser ton potentiel de force parce que ton muscle, tu vois, c'est un petit peu Oui, oui, comme un... ça t'immunise un peu parce que bah, c'est ce que Voilà, je c'est dis à mes ça. élèves en BBGEPS. Un bon électrostimulateur, genre un complexe dernière génération, ça envoie à peu près le double de ce que ton cerveau envoie. On dit qu'un être humain, avec de l'entraînement, il envoie 65 Hertz. Mais bon, chez les meilleurs, forcément plus. Donc c'est la force de contraction de chaque fibre. Et un complexe, voilà, dernière génération, ça envoie 150 Hertz. Voilà. Donc tu vois bien que l'écart est quand même assez important. Et c'est vrai que bah, c'est ce qu'on disait avec Fabrice la semaine dernière, c'est que en fait ça te change un truc sur le moment, mais finalement après t'as plus ce truc-là. Donc Bah, c'est comme l'analogie, c'est comme un drogué qui a besoin d'augmenter les doses en fait pour ressentir sa stimulation habituelle quoi. Et le problème c'est que votre cerveau il pourra jamais donner la bonne dose, donc votre muscle a priori ce sera pas. Pour ça je suis pas friand de l'électrostimulation. Par contre j'avais beaucoup utilisé l'électrostimulation quand j'avais fait ma hernie cervicale quand j'avais eu des avec pertes le de. programme, tu mettais quoi le programme TENS? Ouais, en fait, je mettais en tense et en même temps, je faisais des mouvements pour justement maintenir le schéma moteur qui passait plus vraiment avec ma hernie au niveau des cervicales. Et ça m'avait permis de faire une rééduque quand même très très bonne. Je le mettais ouais, effectivement en tense et avec des mouvements en même temps et ça m'avait énormément aidé ça. Je m'en étais rendu compte. Le programme TENS, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un type de courant qui est censé endormir les récepteurs à la douleur, ce qu'on appelle les nocicepteurs. Donc, c'est pas le même courant que quand on mettrait un programme hypertrophie ou force explosive ou force, bref, un programme sport. Et donc ça endort vraiment les récepteurs à la douleur. Donc après, quand on met ça, bah, effectivement, on peut bouger sans douleur, tout ça, mais ça dure pas indéfiniment. C'est comme si on prenait de manière quand même un peu plus saine hein, des anti-inflammatoires. Sauf que là, bah, c'est là pareil qu'on voit un type de courant bien spécial qui va tromper un peu le cerveau et désensibiliser, quoi. Ouais, et ouais, surtout, ça m'avait permis de maintenir le schéma moteur et de garder parce que le muscle, en fait, quand vous avez une hernie cervicale comme j'ai eu, votre cerveau, il envoie plus d'informations à cette zone-là parce que c'est comme si vous coupiez un petit peu le courant, du coup, entre l'interrupteur et l'ampoule, hein, vulgairement. Et votre muscle, s'il reçoit plus de courant, eh bien, très très vite, il s'atrophie, mais à une vitesse incroyable. Moi, Ah oui, bah, moins tu bouges et tu perds hyper vite. Je crois que le chiffre, c'est une journée d'immobilisation complète, c'est 1% par jour, à peu près. alors je dirais même que c'est plus que ça, parce que l'ancien salarié de la SPTT, donc c'est il y a un moment, euh, il s'est levé un matin, le bras tout engourdi et tout, donc hernie cervicale là. Euh, et son pec, c'était un mec qui était balèze quand même. Tu vois, il faisait 95 kilos, il benchait 150, bien, tu vois. Ouais, ouais, un type solide. En 4-5 jours, son pec, alors c'était le droit ou le gauche, je sais plus, mais que de ce côté-là, un gant de toilette. Rien, plus rien. Oh Il est, putain. pas- il est passé en 4-5 jours d'un pec, d'un mec qui bench 3 fois par semaine 150 et qui fait 90 kilos, donc bien, tu vois, à un gant de toilette.
C'est pour ça que quand on parle de santé, etc., et de faire un petit peu attention, bah, c'est quand même important. Parce que si vous faites de la merde pendant un certain temps et qu'un truc comme ça vous arrive, bah vous êtes à la rue, quoi. Moi, pour la Et, petite histoire, et ton gars, il est revenu. alors il s'est réentraîné, machin et tout, mais il a jamais rebenché comme il benchait avant. Alors après, il a pas forcément fait un protocole de réhabilitation. Il aurait peut-être pu faire un protocole un petit peu mieux, un peu plus régulier, un petit peu plus tout ça. Tu vois. Moi, à l'époque où je me suis fait la hernie cervicale, donc je faisais les exos avec le TENS, j'en faisais tous les jours. Euh, les exos localisés cervicales Mackenzie, j'en faisais 5, 6, 10 fois par jour, ça dépendait de ce que j'avais à faire. J'allais voir le kiné pour de la thérapie manuelle régulièrement, j'ai recommencé le renfort rapidement. Enfin, j'ai vraiment charbonné fort pour que en 4 mois, je suis passé de rater 100 kilos au développé couché parce que le bras y répondait pas à j'ai benché 185 en 3 mois et demi. Ouais, mais je me souviens quand t'avais eu ça, t'étais venu au SP Gym, tu pouvais pas bencher. Ah oui, bah oui, c'est vrai, oui, oui, c'est Ouais, vrai. t'étais venu, je disais putain, ça sent le roussi. Ouais, ouais, et tu m'avais parlé de Romain parce que Romain, il avait eu la même chose, Romain Picot. Bah ouais. Mais vraiment, enfin, j'avais vraiment charbonné. C'était juste avant le Covid, et j'avais vraiment charbonné pour que ça revienne, et c'était bien revenu. Mais extension triceps derrière la tête, avec mon bras gauche à 2 kilos, je pouvais pas tendre le bras. Le bras, il était bloqué, impossible. Par contre, paradoxalement, le kickback, tu vois, buste penché, euh, mon bras gauche, j'étais à 100%, je pouvais le faire avec très lourd. Il y avait aucun Ah problème. ouais, parce que ça étirait plus le nerf, quoi. Ça devait plus Ouais, l'étirer. c'est ça. Incapable de faire un dips au poids du corps. Poids du corps, sur les barres à dips, mon bras gauche, il tremblait de partout et je descendais de 2 centimètres et mon bras, il s'effondrait. Impossible. Est-ce que ça veut dire que là, tu fais toujours plein d'exercices pour ta hernie cervicale pour que ça tienne? Alors, je fais toujours pas mal de trucs, ouais. Donc, Mackenzie, j'en fais moins, mais je garde quand même pour conserver les glissements. Je fais des exos de renfo pour garder la stabilité au niveau du cou et tout. Et je vois le kiné tous les 15 jours pour de la thérapie manuelle, parce qu'il y a des choses que je peux pas faire tout seul, et qui me fait de la thérapie manuelle sur les cervicales une fois tous les 15 jours pour justement maintenir certains glissements que j'arrive pas à retrouver tout seul. Ok, ouais, donc là, c'est pour la vie, quoi. Ah ouais, bah bon après peut-être que tu vois le kiné c'est du confort, hein. Peut-être que sans le kiné Ouais, ça ouais, non, mais ça te fait faire quand même des exercices à chaque fois. Et c'est là qu'on voit que quand tu te blesses à chaque fois, après, t'es obligé de faire plein d'exos mais pour limiter la récidive, tout en sachant que bah, le vieillissement va jouer contre nous, quoi. ouais mais après si tu ouais, c'est exactement ça, c'est le vieillissement qui joue parce qu'en fait la hernie cervicale tombée sur la tête au judo quand j'avais 18 ou 19 ans, un truc comme ça. Euh, bon, bref, une compète. Je vais aux urgences, ils me disent bah, c'est une entorse cervicale et depuis j'ai toujours eu mal de manière localisée au niveau des cervicales côté gauche, tu vois, j'ai toujours eu ça. Et puis petit à petit, bon, il n'y avait pas de souci particulier. Et puis un soir, j'avais 18-19 ans et un soir, donc j'avais donc plus de 10 ans après, le vendredi, je me souviens, j'avais un peu mal à cet endroit-là, mais bon, j'avais fait une grosse séance et tout, rien d'extraordinaire. Et je vais me coucher et le lendemain, des fourmis dans tout le bras et plus du tout de force, quoi. Oh putain. C'est arrivé comme ça. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est après, je me suis mis à utiliser un protège-dents. Et le fait d'utiliser le Ouais, protège-dents, ça stabilisait ouais, les ça cervicales. m'a enlevé énormément de douleurs et de soucis, tu vois. Mais par contre, tu vois, si je dors pas très bien sur un lit qui est pas terrible, ou alors que je fais beaucoup de voitures, ou si je m'endors en voiture, la tête de côté ou un truc comme ça, direct à cet endroit-là, ça va me refaire mal. Alors, je vais pas avoir de perte de force ou de compression, mais ça va me refaire mal quand même. Eh ben, justement, pour dériver sur une dernière question, sur la fatigue et des vertiges après un entraînement. Donc ça dérive un petit peu du sujet power, mais je vais le recentrer un peu après. Donc j'ai la question de Yannel. Depuis 10 jours, lorsque je fais ma séance, je ressens une fatigue assez rapide durant la séance, mais plus inquiétant, lorsque je termine ma séance, je ressens de légers étourdissements lorsque je marche. Cela me dure environ 2 heures, puis tout rentre dans l'ordre. À votre avis, à quoi cela peut-il être dû? Et donc je ressens la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé après une séance de justement sentir que tu étais, tu sais, amorphe, un peu vide, tu sais que tu étais fébrile, quoi. Est-ce que Ah tu as déjà eu bah, ça?
Ouais, de te sentir vidé après une grosse séance, surtout quand nerveusement tu t'impliques énormément. Tu vois, par exemple, tous les vendredis, j'ai un SBD lourd. Donc SBD, c'est squat, bench, deadlift. Donc c'est ce qu'on a en compétition. Et en général, ma séance du vendredi, elle est quand même très dure avec beaucoup de volume et c'est très lourd. Et c'est souvent que le vendredi, je prévois pas grand-chose à part après ma séance. Enfin, le vendredi, de manière générale, je prévois pas grand-chose parce que bah, ma séance, elle est longue, déjà, d'une part. Et derrière, bah, je mets un bon moment avant de m'en remettre. Et si j'ai le temps de faire une petite sieste, ça me fait quand même du bien, tu vois. Mais de là à avoir des étourdissements, des vertiges, etc., non, jamais. Ok, Donc, parce que moi, je vais dériver, mais j'ai déjà vu ça quand les gars, en fait, respirent très mal, tu sais. C'est pour ça que je te ah lançais un peu sur le sujet, tu sais, ils forcent, ils font tout en apnée, ils oui, respirent pas, et forcément, tu as une chute de tension qui fait que, forcément, tu es un peu dans les vapes, quoi. Tu es là, tu dis, voilà. Et ouais, quand mais tu fais ça, je sais pas son entraînement exact, mais sur beaucoup de séries, sur un long entraînement, bah forcément, après, le temps que ta tension remonte, vu la pression en plus que tu as mis dans ton cerveau, bah, il faut un certain temps. Donc souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça vient vraiment d'un problème de respiration qui fait que comme on respire mal, et c'est pour ça que je te lançais là-dessus, parce que je sais qu'en power, vous faites attention à toutes ces notions de respiration. bah, en fait, on fait attention oui et non. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, on bloque énormément la respiration, on fait tout en apnée, mais avec des apnées contrôlées à des moments particuliers pour se rigidifier, etc. Là où je peux, moi, avoir des étourdissements, c'est après le bench, par exemple. Parce que au développé couché, bon, il y a énormément de flexion cervicale, parce que surtout quand tu pontes beaucoup, il y a énormément de flexion cervicale. Et donc, du coup, il y a la pression dans... Et puis, bah, tu respires, etc. Tu viens gonfler la cage thoracique et tout. Et la pression dans la tête, elle est quand même assez forte. Et c'est vrai que si tu te relèves un petit peu vite après un bench qui a été éprouvant, tu peux avoir des petits vertiges. Le spécialiste de ça, c'est Eddie Berglund, le moins de 66 qui a le record du monde. Lui, après chaque bench, il titube en fait. T'as l'impression qu'il est bourré et qu'il sait plus marcher. Lui, ça lui arrive tout le temps. Donc, que ça t'arrive après un mouvement, c'est cohérent. Mais si c'est vraiment après la séance, c'est vraiment que je pense que la respiration doit être catastrophique, voire même ça peut même être autre chose, tu vois, au niveau du système vestibulaire ou quelque chose comme ça, c'est possible, hein. Ouais, mais bien vu, j'ai pensé même, effectivement, tout le système vestibulaire qui va réguler avec l'oreille interne l'équilibre. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des problèmes un peu d'équilibre comme ça, et après, ils doivent aller se faire un Ou- peu remuer les cristaux dans l'oreille, qui est pas très agréable. Mais Ouais, mais après, il y a des méthodes qui sont un petit peu mieux là-dessus et tu as des kinés qui sont. Alors, il y a certains kinés qui sont bons quand même, il n'y a pas que des mauvais kinés. Et tu as des kinés spécialistes en vestibulaire qui ont des très bons résultats sur les vertiges et les cristaux quand même, hein. ok. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des exercices un peu comme en neuro, Ouais, c'est ça, reprogrammation ouais. neuroposturale? Ouais, c'est ça. Il y a des exercices, ils utilisent des exercices, des choses, donc donc il y a des manips qui existent. Alors bon, je suis pas forcément expert, mais il y a des manips qui existent pour les cristaux. Et il y a des choses aussi au niveau de l'œil que tu peux faire. Ouais, bah Euh, moi j'avais fait beaucoup, tu sais, j'avais fait un suivi avec mon pote Seb Zimmer de Labo RNP. Et justement, il y ouais, avait beaucoup de travail avec les yeux, justement, des c'est ça, ouais. poursuites, des saccades, dans Pour tous les la sens, prise hein, en d'information. diagonale, haut, bas, latéral, tout ça. Et Et c'est du vrai coup, que ça change pour pas lui mal. là, c'est Yael, c'est ça? Yannel. Yanel, ouais, ça serait bien peut-être de voir si de faire un petit bilan vestibulaire et de voir si au niveau de l'œil il n'y a pas des choses aussi au niveau posturaux, s'il arrive bien à loucher ou tout ça, parce que quand vous essayez de loucher, qu'en fait vous arrivez pas ou que il y a un œil qui louche et l'autre qui s'en va, etc. Ça peut être des signaux que vous avez besoin d'un travail justement là-dessus en posturologie. Ouais, et donc les spécialistes des yeux pour ça, c'est pas l'ophtalmo, c'est l'orthoptiste, si jamais. L'orthoptiste, ouais. Voilà, il y en a qui veulent aller voir, mais moi, je me souviens que ça m'avait pas mal aidé, justement, tous ces trucs-là pour l'équilibre, tout ça. Alors après, tu n'arrives jamais à revenir complètement sur tout ce que tu as vécu auparavant, mais tu sens que ça te fait du bien sur la stabilité. Et après, je reviens sur le truc de la respiration. Mais ce qu'il faut, c'est que la plupart du temps, faut pas bloquer sa respiration pour rien. Moi, j'en connais, tu vois, dans ma première salle, je m'entraînais en région parisienne à l'Apollo Club. Je me souviens d'un gars qui s'appelait Thomas, et le gars, il avait déjà pas commencé sa séance, il s'est chauffé barre à vide, il était déjà tout crispé, il respirait plus.
Et donc, t'en vois beaucoup, je sais pas si c'est toujours comme ça dans les salles, si tu vas dans les salles et que tu vois des gens comme ça, mais où les Ouais, gars, en fait, ils débutent un mouvement et puis ils sont déjà crispés, ils respirent déjà pas. Tu dis, oh là, mais attends, il y a barre vide, détends-toi, sois fluide. Tu sais, c'est comme ceux qui s'étirent et qui se crispent pas à fond. Tu dis, mais attends, t'es en train de t'étirer pour te détendre et en fait, t'es en train de tout crisper, donc, tu relâches rien. Mais sur la respiration, en power, effectivement, on bloque la respi, mais on fait une respiration par rep, donc un blocage par rep. Donc typiquement, quand on est en haut dans la phase où il y a le moins de tension, de relâchement, on inspire, on bloque, on fait la descente du mouvement, la remontée, on expire, on inspire à nouveau, etc. Donc il y a quand même une forme de respiration et après tu reprends ton truc. Par contre, moi ça m'arrive de voir certains gars, notamment en début de coaching et tout, ils te font 5 reps en mode mitraillette et sur la même respiration, tu vois. Et effectivement, si tu fais ça tout le temps multiplié par 10 répétitions, multiplié par 5 exos, multiplié par toutes les séances, c'est possible que à terme, bah ouais, tu perturbes un petit peu quand même au niveau de ta pression ah, mais artérielle. en fait, t'es une vraie équipe de militaires en tant qu'élève. Ah, j'ai dit mitraillette mince, on va être banni. Le podcast va être- on parle d'armes. C'est quand, pour finir, ta prochaine compète? Ah, c'est loin, c'est les France, c'est fin septembre. Et ben justement, moi j'ai une question par rapport à ça, parce que j'avais déjà remarqué quand les compétitions sont un peu lointaines, on a du mal à se motiver. Est-ce que tu arrives à te motiver Ouais, ouais, j'arrive bien à me motiver parce que il y a des compétitions un peu au long de l'année, et puis il y a des mecs de ma caté qui font des perfs quand même, et quand tu suis un peu ça et que tu vois un peu ce que les mecs font et tout, avec le nouveau système là où tu sais, c'est des systèmes d'open, c'est-à-dire que tu peux te qualifier un petit peu tout au long de l'année. Toi là, par exemple, là, ce week-end, il y a une grosse compétition à Cogolin dans la salle de Noémie à la ils font un bel événement, va y avoir un live, va y avoir plein de choses, tu vois, ça va vraiment être chouette. Et t'as des très bons athlètes qui tirent. Moi, j'avais fait une compétition à Vitrolles là il y a 2 mois, un peu plus, peut-être 10 semaines, 11 semaines. C'était quand même une belle compète. Tu vas avoir le Silence Worker Meet organisé par toute la team là, d'Île-de-France qui va être au début de l'été. Tu as pas mal de grosses compètes, de beaux événements comme ça, où tu as des très bons athlètes qui sortent, quoi. Et tu vois ce qu'ils font et mine de rien, bah, quand tu vois les autres tirer, que tu vois des mecs qui font des grosses barres, ça t'aide à bien te motiver, quoi. Tu sais de quoi il y a besoin, quoi. Donc non, moi je le vois pas comme ça. Au contraire, moi j'aime bien avoir le temps de bien me préparer et savoir que j'ai le temps de vraiment bien construire quelque chose avant d'y aller. Tu vois, quand j'étais plus jeune, j'avais envie de faire une compète tous les 3 mois pour tester mes nouveaux maxi, etc., etc. Bon, maintenant, je sais que c'est pas en 3 mois que je vais prendre 5 kilos sur un mouvement. Donc, rien que pour retrouver mon meilleur niveau et peut-être améliorer de 2,5 ou de 5 kilos, je sais que j'ai besoin de 4, 5, 6 mois, 7 mois, donc le temps de bien me préparer, de bien construire les choses. Donc, j'aime bien avoir ce laps de temps, du coup. Ok, ok, ouais, je me demandais comment tu voyais ça, parce que je sais que d'expérience, pour entraîner, bah, pareil, pas mal de personnes, souvent quand l'objectif est lointain, ils ont du mal à rester motivés Ouais, moi, c'est dans vraiment cette société du très vite. Ouais, moi, c'est vraiment plutôt tout l'inverse, tu vois. Je trouve que quand j'ai vraiment le temps de bien construire, de bien faire et tout, ça me permet de m'attarder sur certaines choses, tu vois, d'aller travailler, d'améliorer des points, de faire éventuellement un petit changement, d'introduire des nouvelles choses, tu vois, comme quand j'ai introduit le cardio, pour voir un petit peu ce que ça donne et tout, puis d'avoir le temps d'évaluer les nouveautés que tu mets, tu vois. Alors que si tu vas au charbon tous les 3 mois, bah, tu es tout le temps dans la préparation. Ouais, ouais, t'as pas le temps de tester des choses alors dans ce cas-là. Ouais, et puis tu récupères de ta précédente échéance, pouf, tout de suite tu remontes très très vite en charge et tu repars. Et autant je pouvais le faire à un moment donné, autant maintenant, si je faisais ça, ça se passerait pas bien, quoi. Je pense que pour moi, que des compétitions, j'en ai fait quand même beaucoup. Alors je sais plus, j'avais fait Flo Roiron m'avait interviewé il y a quelques années, c'était avant le Covid, et je crois que j'avais fait 25 ou 26 compétitions. Donc j'en ai fait quelques-unes depuis, je dois avoir fait peut-être 35 compétitions. Bah déjà, tu n'as plus besoin d'en faire énormément pour gagner en expérience, parce que de l'expérience, finalement, tu en as déjà suffisamment. Et puis, bah, si tu fais 3, 4 compètes dans l'année, tu n'en récupères pas et tu as de grandes chances d'augmenter, enfin, t'augmentes ton risque de blessure, de te faire mal.
et de pas forcément développer grand-chose, quoi. Allez, je finis sur une blague que j'ai vue, comme on a parlé de l'apologie de la médiocrité il y a quelque temps, tous les deux dans le podcast. Et j'ai entendu Ouais, dans je sais plus quel podcast cette semaine, hein, j'en écoute plein, donc j'ai oublié. Tu sais, avant, euh, fallait finir bien une course, fallait faire un bon temps et une belle perf pour être, entre guillemets, pas respecté, mais admiré, ok? ouais, Ensuite, il y a eu le truc du finisher. ouais. Tu Il faut juste sais, être finisher, ouais. voilà, fallait juste finir, peu importe où, il fallait finir, ok? Les gens étaient contents Maintenant, de faut juste finir. être inscrit. Et oh putain, merde, t'as écouté le même podcast? C'était dans Non, non, lequel? même pas, mais ça m'étonne pas, c'est Ah putain, mais c'est exactement ça. Donc la personne disait dans le podcast, maintenant, il n'y a plus besoin de faire une belle perf ou de finir, rien que tu t'inscris et les gens te félicitent de ton inscription. Ouais, parce que c'est Donc j'ai plus pensé à simple. toi. Je me suis dit, ah, c'est pour Clément ça. Du coup, je vais faire l'UTMB cette année. Ah, bah, je crois qu'il faut un certain nombre de points. Je crois que tu pourras pas t'inscrire, Je pourrais pas m'inscrire, putain. mais je vois, tu peux t'inscrire à un marathon ou, tu vois, tu peux t'inscrire à n'importe quel truc un peu ouvert, quoi. Peut-être champion du monde de pétanque, peut-être. Bien, Rudy, on s'inscrit au marathon de New York. On s'inscrit, on sera félicité, tu sais, on fait une tenue en short, chaussures, tout ça de course à pied. Et donc la personne disait ça, elle disait, vous vous rendez compte où on en est arrivé, les gens n'ont même plus besoin de faire, c'est juste que de l'apparence. Quand tu t'es inscrit, t'as ton numéro et puis c'est tout, quoi, ça suffit. Ouais, mais ouais, tu montes ton dossard et tout. Après, c'est très Instagram, ça quand même. Oui, bien sûr, bah, c'est Et, très réseaux sociaux, mais et même, tu sais, au niveau réseaux sociaux, alors, toi, tu es comme moi, tu as connu un peu les débuts d'Instagram. voilà. T'avais des gens qui avaient des dizaines de milliers d'abonnés. Tu ne les avais jamais vus s'entraîner, tu ne savais même pas ce qu'ils faisaient. Ils mettaient juste une photo, des photos, des belles photos, régulièrement deux. Ils avaient une chaîne pas trop mal avec la lumière qui allait bien. Ils montraient des belles assiettes. De temps en temps, tu les voyais, ils se prenaient en photo avec une barre sur le dos, mais tu les as jamais vus faire un mouvement. Ils avaient des milliers de followers. Tu savais même pas ce qu'ils valaient en Ah oui, bah, bien sûr. tant qu'athlète. Ils étaient adulés et admirés. Ouah, t'es trop motivant et tout. Alors que s'il faut, le gars, il allait à la salle, il faisait 50 photos d'un coup, tu vois, et puis ensuite il y retournait pas pendant 2 semaines et il postait juste une photo tous les jours. Bien sûr. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui faisaient réellement ça. Plus une petite chimie qui va bien à côté pour avoir un corps potable sur les photos, mais qui s'entraînait 2 fois par semaine en fait. Et bah, c'est bon, ça a presque 10 ans, tu vois. Et finalement, bah, de fil en aiguille, t'en arrives à, il suffit que tu te mettes en photo avec ton dossard sur Instagram et tout le monde te dit, waouh, c'est génial ce que tu fais. Donc, maintenant, c'est plus le syndrome du finisher, c'est le syndrome du participant. Participant, ouais, c'est encore mieux. Tu te souviens le premier podcast qu'on avait fait Mais c'est pour ça que j'allais te lancer là-dessus pour finir. ouais, Là, l'important, c'est de participer, Clément. J'espère que tu as ouais, bien voilà, c'est compris. ça. Et t'avais introduit le podcast avec ça. Je me souviens, on avait rigolé là sur ton canapé, on avait bien rigolé là-dessus, et tu m'avais pris de court, tu m'avais balancé là-dessus direct. Donc, quelle est la vraie phrase, donc? De Pierre de Coubertin? Oui, Ouais. parce que ouais, la vraie phrase de Pierre de Coubertin, c'est l'essentiel est de participer, néanmoins, il faut tout mettre en place pour gagner. Voilà la vraie phrase. Et donc, l'important n'est pas de participer, même si pour beaucoup, ça suffit pour dire bravo. Ouais, ouais, bien sûr. Mais alors après, ça dépend. Tu vois, par exemple, un UTMB, effectivement, s'il te faut Bien t'effondrer, sûr. Non, mais là, on parle d'une vraie performance quand même. ah bah oui, ou la diagonale des fous à La Réunion, où il te faut un nombre de points énorme, ou ce genre de choses, évidemment que rien que d'être inscrit, ça veut dire que tu es déjà très très fort, tu vois. Un championnat de France, par exemple, où il y a un minima à réaliser, si tu es engagé, bah, tu vois, c'est déjà bien. Ça veut dire que tu as réalisé le minima. Après, tout dépend pourquoi tu ne peux pas finir le truc. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, si on prend le cas d'un trail, d'un ultra trail, tu as un souci digestif au 60e kilomètre et tu peux pas finir parce que tu passes ton temps à vomir. Ça peut arriver à n'importe qui, même de très très bons athlètes qui sont très bien préparés, tu vois. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, oui, tu mérites d'être quand même un peu félicité parce que bah effectivement ça peut arriver ou de te blesser pendant une compétition et de pas pouvoir la terminer, etc. Mais là c'est pas tellement de ça dont on parle, c'est-à-dire que ce dont on parle c'est vraiment ouais je me mets en photo avec mon dossard et tout le monde me dit ouais c'est génial ce que tu fais alors qu'en fait bah, il y a plein de trucs qui sont enfin c'est pas Oui, dur à qui sont juste accessibles. Tu mets un petit billet. Et encore, tu peux même magouiller maintenant avec les intelligences artificielles. Un faux dossard, un faux truc, et c'est réglé, quoi.
Ah oui, bah, je pense que ça doit être possible, ça. Enfin, ça doit être Bon, déjà. bah si quelqu'un s'est magouillé ça pour Clément, on lui fait un petit dossard pour le marathon de New York, un petit Ah montage, tout ouais, ça, et comme ça, on peut le partager sur les réseaux. ouais. Je suis sûr que tu auras beaucoup de bravo, quoi. Je Les gens montrerai le seront bouquin. surpris, ils vont dire, putain, Clément, il fait le marathon de New York, quoi. Ouais, mais c'est pour ça, en fait, je fais du cardio toutes les semaines, c'est pour me préparer pour le marathon de New York. Bah ouais, surtout que comme tu fuis la course à pied, c'est exactement ce qu'il faut faire, donc c'est bien. Mais tu sais que tu parles de l'apologie de la médiocrité, mais j'ai un gars que j'ai en coaching qui a écouté le podcast qu'on a fait la dernière fois et qui a vu le reportage et tout. Et du coup, maintenant, chaque fois qu'il voit un reportage sur la thématique, il me l'envoie. Et il y a énorme. Donc, depuis le dernier podcast qu'on a fait, donc il y a un mois, il m'a envoyé trois trucs, donc deux trucs télé et un article qui traitent de ce sujet-là. Ok. Et de la bigorexie et tout ça. Et l'autre fois, il m'a envoyé un truc, c'est un article du Monde en plus, donc c'est quand même Normalement, c'est assez sérieux, car on pourrait imaginer. c'est Le Monde où c'est, enfin bon, c'est un grand média français. Et juste, j'ai fait une capture d'écran, je te le dis à voix haute. C'est magnifique. Allez. Sur ses vidéos TikTok, Simon se contorsionne pour exposer ses muscles. Bras levés en angle droit, coudes pliés, dans la pose cliché du bodybuilder, ses biceps se gonflent, veines saillantes. Voilà, ça, c'est un article du Monde. Et ça commence par ça, l'article. Et là, tu sais qu'ils vont pas du tout se foutre de notre gueule et Bah de ouais, foutre de bah, notre là, c'est sûr que là, ça démarre bien. Tu vois, Bah, mais au moins, il décrit, on va dire, un petit peu la pause. Il y a déjà un ouais, début. ouais, non, Il y mais, a un début de connaissance. ouais, je te jure. Et l'article comme ça. Et un truc c'était quotidien, le média. Donc, c'est quand même un média qui est très vu. Et c'était quotidien qui a fait aussi un reportage là-dessus. Mais ouais. Où ils font passer les gens qui font de la muscu pour des cons et les jeunes de 16 à 24 ans qui font de la musculation 5 ou 6 fois par semaine, ils disent que c'est vraiment pas bien pour eux parce que du coup, ils font pas leur devoir. Ah, Voilà. C'est un petit peu ce qui ressort du truc, donc c'est très. ouais, ouais, mais c'est toujours comme d'habitude, faut se concentrer sur le négatif plutôt que sur le positif. Ouais, bah oui, c'est vrai. Comme ça encourage à ne pas faire et c'est mieux pour tout le monde. Enfin, surtout pour ceux qui ne font pas, quoi. C'est ça. Comme ça, tout le monde reste en mauvaise santé et tout le monde reste médiocre. Voilà. Et tout le monde est participant et personne ne finit. Allez, sur ces saines paroles, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère que vous avez passé un bon moment de notre compagnie. Et nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine avec Fabrice et dans un mois avec Clément pour de nouvelles questions. Salut à Salut à tous. tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.